mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, il est 8h39 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse des médias et des sites d'information sur studiokalita.com. Et nous allons commencer par un titre qui peut paraître assez étonnant, mais il faut bien l'avouer, c'est le principal titre dans la presse israélienne de ce matin. Un titre qui se rapporte à l'arrestation samedi soir par la police de deux personnalités, entre guillemets. L'avocat Eldad Yaniv, qui est un militant de gauche connu en Israël, et Meni Naftali, qui est devenu célèbre après avoir été l'intendant de la résidence du Premier ministre et après avoir intenté un procès à Sarah Netanyahou. Alors, Yaniv et Naftali ont été arrêtés par la police samedi soir parce qu'ils avaient appelé des militants à venir manifester à Petah Tikva près du domicile du conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, contre la lenteur de la procédure dans les affaires concernant le Premier ministre. Il s'agit de manifestations qui se déroulent déjà depuis plusieurs dizaines de semaines, on parle de 40 semaines, mais qui ont été déplacées à la demande de la police et qui ont été interdites par la police cette semaine, ce samedi soir. Hier, après que les deux personnalités aient passé la nuit au poste de police, ils ont été libérés. Et les quotidiens israéliens se demandent pourquoi même ils ont été arrêtés. Pour Ben Dror Yemini, dans le Yediot Ahronoth, cette conduite de la police est, je cite, honteuse. Leur arrestation est l'une des démarches les plus antidémocratiques dans l'histoire de la démocratie israélienne, écrit Yemini, et cette honte est plus grande encore parce que le conseiller juridique du gouvernement y a coopéré. Pour Dror Idar, dans le Israël Hayom, les deux Naftali et Yaniv ne sont que des provocateurs. Yaniv ne s'intéresse nullement à la liberté d'expression. Et de rappeler qu'en 2015, lorsque Eldad Yaniv avait tenté d'entrer dans la liste électorale du Parti travailliste, il avait affirmé, je cite, que pour défendre la démocratie, il faut être prêt, je cite, à frapper. Le Israël Hayom affirme ce matin en première page que la police espagnole ne sait apparemment toujours pas où se cache Younes Abou Yacoub, le principal suspect de l'attentat de Barcelone jeudi après-midi. Selon les estimations des enquêteurs espagnols, le terroriste pourrait s'être enfui en France. Il serait le seul membre de la cellule terroriste de Daesh à être encore en liberté. Sur les 12 membres de cette cellule qui auraient donc projeté une série de méga-attentats à Barcelone, 5 ont été éliminés par les forces de police, 4 ont été arrêtés. 3 ou 2 ont péri lors de l'explosion de l'appartement qui servait de siège à cette cellule la semaine dernière dans ce que l'on pourrait appeler un accident de travail en manipulant des engins explosifs, des bonbonnes de gaz. Et il reste donc à trouver l'homme qui a projeté jeudi après-midi son camion sur la foule dans la Rambla, au cœur de Barcelone. Pour Yaron Blum, dans le Israël Hayom, les pays européens ne comprennent toujours pas qu'ils sont la cible de Daesh et du terrorisme islamiste. On ne voit pas sur le terrain les forces nécessaires pour dissuader ce type d'attentat et dans la plupart des pays, les lois permettant de combattre ces terroristes n'ont pas encore été votées, écrit-il. De facto, les Européens en sont encore au stade de se demander, de se dire que chez eux, eh bien, cela ne pourra pas se produire, écrit Yaron Blum dans un éditorial dans le Israël Hayom. Les journaux se penchent également sur la rencontre d'hier à Ramallah entre Mahmoud Abbas et les responsables du parti d'extrême gauche Meretz. Au cours de cette rencontre, Abbas aurait affirmé qu'il avait voulu reprendre la coordination sécuritaire avec Israël, une coordination qui avait été gelée au moment des émeutes, de la crise des portiques autour du mont du Temple. Mais c'est Israël qui, selon Abbas, n'a pas voulu donner suite à sa demande. À la présidence du Conseil à Jérusalem, on a affirmé que cette déclaration n'était pas vraie. Durant son intervention devant Mahmoud Abbas, la présidente du parti Meretz, Zahava Galon, a demandé aux leaders palestiniens de cesser d'exercer des pressions sur les Palestiniens de la bande de Gaza en réduisant par exemple le financement de l'électricité. Mais sur ce point, eh bien, on pourrait dire même de manière paradoxale, Mahmoud Abbas s'est montré très ferme et lui a répondu qu'il était déterminé à accentuer ses pressions. Pour l'instant, nous n'avons réduit que d'un quart le montant total de l'aide que l'autorité palestinienne fournit aux Palestiniens de Gaza, mais nous allons aller plus loin, a affirmé Mahmoud Abbas. Dans ce contexte, le site Ynet révèle ce matin que près d'une centaine d'enfants palestiniens de la bande de Gaza ont pour la première fois de leur vie quitté cette bande de Gaza pour se rendre en excursion à Jérusalem, et ce à l'initiative de l'UNRWA, l'agence de l'ONU qui s'occupe exclusivement, vous le savez, des réfugiés palestiniens. Les enfants ont pu se rendre dans la mosquée d'Al-Aqsa ainsi qu'au Saint-Sépulcre. Ils devraient être accueillis la semaine prochaine également pour un second voyage à Ramallah dans le cadre d'échanges organisés par l'autorité palestinienne.
En politique intérieure, les journaux se font l'écho de deux développements. Le premier à gauche avec l'opposition farouche que suscite l'initiative de réforme qu'entend promouvoir le nouveau président travailliste Avi Gabay. Une réforme qui aurait tendance à lui accorder les pleins pouvoirs, y compris dans la détermination de la future liste électorale du parti. Gabay pourrait par exemple introduire sans primaire directement dans la liste des figures telles qu'Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, et Tzipi Livni, l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Et cela ne fait pas plaisir du tout à d'autres responsables du parti qui affirment que si cette démarche devait aboutir, cela ferait fuir de nombreux électeurs du Parti travailliste vers d'autres formations, en particulier vers le Yesh Atid de Yair Lapid. Le second développement, on peut le lire dans le Israël Hayom qui évoque le problème de ce qu'il appelle les nouveaux militants Likoud qui se sont inscrits au sein du grand parti de droite mais qui de facto pourraient être des militants de gauche qui se sont dissimulés et qui tenteraient de noyauter ainsi le parti de l'intérieur. On les appelle les Nikoudnikim Achadashim, les nouveaux Likoudniks. Le ministre Zeev Elkin a décidé de lutter contre ce phénomène. Nous sommes une formation démocrate, certes, mais la démocratie, c'est également se protéger contre ceux qui souhaitent profiter de ces structures, a affirmé Zeev Elkin. Le Israël Hayom nous révèle qu'à cause de la résurgence de l'antisémitisme en Grande-Bretagne au cours des 2 dernières années, un juif britannique sur 3 envisage de quitter le pays, soit pour s'installer en Israël, soit pour aller vers d'autres nations, vers d'autres pays moins frappés par ce fléau. Donc c'est un développement extrêmement important au sein d'une des plus importantes communautés juives d'Europe, la communauté juive britannique. Le site Ma'ariv Asakim, Ma'ariv Economy, se fait l'écho d'une enquête internationale réalisée par une société israélienne sur le thème très porteur de la satisfaction des employés de leur travail et de leurs conditions de travail. L'enquête a établi plusieurs critères de satisfaction des employés et après avoir interrogé des milliers d'employés à travers le monde, il s'est avéré que les employés les plus motivés et les plus heureux dans leurs emplois étaient les Australiens ainsi que les Scandinaves et en seconde position, on trouver les employés israéliens qui sont visiblement très heureux de leurs conditions de travail, en particulier dans le monde très effervescent de la haute technologie de cette start-up nation qui est devenue l'État d'Israël. Tous les sites d'information et les journaux reviennent ce matin sur la mort hier à Las Vegas de Jerry Lewis, l'un des plus grands acteurs comiques de l'histoire du cinéma américain, une véritable légende. Jerry Lewis est né en 1926 sous le nom de Yosef Levitch dans une famille juive d'origine russe installée aux États-Unis. Il s'est très vite fait remarquer dans le monde du cinéma pour ses mimiques et son talent d'humoriste, a tourné de nombreux films, en particulier au début de sa carrière avec Dean Martin, qui ont été des succès. Mais Jerry Lewis était aussi un homme de cœur qui a, pendant près d'un demi-siècle, apporté une immense contribution au traitement de la myopathie. Il a en effet organisé chaque année un téléthon pour mobiliser des fonds pour soigner cette maladie chronique. Et selon les calculs réalisés, il aurait collecté durant toutes ces années plus de 2,5 milliards de dollars donc pour soigner la myopathie. Et il a été candidat dans le cadre de son action au prix Nobel de la paix. Jerry Lewis n'a jamais caché son identité juive, il en était particulièrement fier. L'un des proches de Jerry Lewis, l'acteur américain Samuel Jackson, a réagi à son décès en affirmant « Dans le monde futur, il doit désormais bien les faire rire ». Et puis le site NRG se fait l'écho d'un phénomène social intéressant dans la communauté orthodoxe en Israël, une communauté qui numériquement ne cesse de se développer. Le site reprend une enquête qui a été réalisée par le journal de la communauté lituanienne en Israël, le Yated Ne'eman, une enquête qui révèle un changement important dans le rôle essentiel que jouent les shatranim dans cette communauté. Les shatranim, ce sont ce que l'on appelle généralement les marieurs ou les marieuses. Ils organisent professionnellement des rencontres entre jeunes gens et jeunes filles dans cette mouvance orthodoxe et font en sorte que ces rencontres aboutissent à des mariages. Mais le Yated Ne'eman explique que de plus en plus de parents décident d'abandonner les shatranim pour organiser eux-mêmes des rencontres avec de futurs conjoints de leurs enfants. Pourquoi un tel changement ? Parce que les shatranim ne connaissent pas toujours les familles des jeunes gens qu'ils essayent de marier. Et la société orthodoxe, devenue plus exigeante, veut pouvoir d'emblée être certaine que dans d'éventuelles unions seront couronnés de succès. Résultat, les marieurs qui avaient donc un rôle déterminant dans cette communauté ne sont pas encore au chômage, mais ils ont de moins en moins de travail. C'est ce que nous explique donc le site NRG en reprenant une enquête du journal orthodoxe Yated Ne'eman. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.